Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une affaire de disparition très mystérieuse, celle d'un archiduc. Mais pourquoi a-t-il disparu? Dans quelles circonstances? Autour d'un feu de camp au cœur de la Patagonie en 1909, le comte Jean de Lignée discute avec son hôte Jean Horte, qui dit « Il est si important pour moi qu'on sache que je ne suis pas ici ». Ce dernier, qui possède un ranch entouré par les montagnes de la cordillère des Andes, lui raconte dans un fort accent guttural comment, après un naufrage malheureux aux abords du cap Horn, il a décidé de s'établir dans la terre de feu. L'homme intrigue l'aristocrate qui est venu pour acheter des terres dans ce coin d'Amérique du Sud. Revenu de Paris l'année suivante, il apprend que son compagnon est décédé. Jean de Lignée étant alors persuadé, celui avec qui il a partagé un repas n'est autre que l'archiduc Jean-Salvator d'Autriche-Toscane, mystérieusement disparu en 1890 et qui était intimement lié à l'archiduc Rodolphe de Habsbourg, le fils de l'empereur François-Joseph de Habsbourg, décédé tragiquement et mystérieusement à Mayerling en 1889. Mais était-il vraiment l'archiduc disparu ou un simple arnaqueur? Partons ensemble faire la lumière sur cette affaire. Giovanni Nepozzeno, connu sous le nom de Gianni dans sa famille, est né à Florence au Palazzo Pitti, le plus jeune des 10 enfants du dernier grand-duc Léopold II de Toscane, et de sa seconde épouse la grande-duchesse Maria Antonia de Bourbon de Sicile. Ses grands-parents paternels étaient le grand-duc Ferdinand III de Toscane et Louisa Maria Amelia de Bourbon-Naples. Il a été baptisé sous le nom de Saint Jean Nepomuceno en l'honneur de Jean de Saxe, son parrain et ami proche de Léopold II et frère de Marie de Saxe, la première épouse du grand-duc. Le 27 avril 1859, alors que Giovanni avait 6 ans et demi, les soulèvements révolutionnaires florentins mirent fin à la domination lorraine de la Toscane. Avec sa famille, le jeune prince se réfugie à la cour de Vienne de l'empereur François-Joseph de Habsbourg, empereur d'Autriche. Personnage truculent, comploteur, prince rebelle, aventurier déchu, autant de qualificatifs qui vont caractériser l'archiduc Jean de Habsbourg tout au long de sa vie. Comme tous les princes de sa condition, il va suivre un parcours militaire, se lier d'amitié avec un de ses cousins de 6 ans son cadet, l'archiduc Rodolphe de Habsbourg, héritier de la couronne autrichienne. Les deux Habsbourg sont mus par une volonté commune, celle de réformer l'Empire avant qu'il ne soit emporté par une prochaine révolution. Bien qu'une brillante carrière s'ouvre à lui, Jean de Habsbourg provoque le courroux de l'empereur en publiant une brochure intitulée Vexation ou Éducation, où il dénonce les carences qu'il a pu constater au sein de l'armée impériale. Le scandale est à la hauteur de la sanction qu'il écope, c'est l'exil. En Autriche, Jean de Habsbourg grandit sous la tutelle de l'archiduc Albert de Habsbourg-Techstein, et de sa grande passion fut immédiatement la musique, en particulier les valses de Strauss, se consacrant à l'écriture de quelques pièces musicales sous le pseudonyme de Johann Trosswart. Sur les conseils de son tuteur, le jeune archiduc se lance dans une carrière militaire dans l'armée royale impériale austro-hongroise, devenant lieutenant en 1865, capitaine à partir de 1867, major en 1872 et lieutenant-colonel en 1874. En tant que commandant d'une brigade d'infanterie, il participe à la campagne de Bosnie en 1879, nommé Feldmarschall-lieutenant la même année. Après l'indépendance de la Bulgarie de l'Empire ottoman, sans en informer François-Joseph de Habsbourg, il se propose comme candidat au trône de Bulgarie en 1886. Avant que son profil, bien trop libéral et scandaleux, ne soit rejeté, dépassé par Alexandre de Battenberg, qui fut élu prince en 1879. Convoqué devant l'empereur, il est dûment sermonné pour des prises d'initiative lors de la crise bosniaque et pour sa relation. Même Rodolphe de Habsbourg lui fait savoir qu'il ne peut cautionner cette initiative alors qu'il a secrètement négocié contre les intérêts de l'Empire.
En raison de son attitude, il est souvent en désaccord avec le gouvernement autrichien, au point de se retirer de sa carrière militaire en 1887 et de se consacrer à l'écriture d'œuvres de littérature militaire, dont son principal chef-d'œuvre fait sensation, en jetant des ombres sur la bataille de Castozza en 1866, minimisant l'action gagnée par l'armée autrichienne. Pendant ce temps à Vienne, il devient un ami proche du prince héritier Rodolphe de Habsbourg, fils unique de l'empereur et de l'impératrice Élisabeth de Bavière, la célèbre princesse Sissi. Sur les questions de gouvernement, Rodolphe et Jean avaient des idées libérales. Tous deux font l'objet d'une enquête du directeur de la police secrète de l'empereur François-Joseph de Habsbourg, qui craignait qu'ils ne soient tous deux impliqués dans la franc-maçonnerie. Pourtant, les deux cousins vont vite se retrouver et partager leur peine. Taciturne, mélancolique, Rodolphe de Habsbourg souffre des absences de sa mère, la fameuse Sissi, et du désintérêt que lui porte son père avec qui il s'oppose politiquement. Les deux princes, compagnons de beuverie, à leurs heures perdues, vont imaginer un complot où chacun se distribue un trône. À Rodolphe reviendra l'Autriche, à Jean Salvator, celui de Hongrie. Les pamphlets succèdent aux articles virtrollés, publiés dans l'imprimerie de Moritz Zepf, où les deux conspirateurs tentent de provoquer une insurrection qui ne vient pas. Leurs activités clandestines sont vite repérées. Si l'héritier est épargné, l'archiduc Jean d'Autriche est déchu de son grade de général en 1887 pour avoir porté atteinte à la sécurité de l'Empire. On lui attribue un rôle de concepteur de la construction de la Villa Toscana, commençant en 1870 à Gundem, État fédéral autrichien en Haute-Autriche. La résidence d'été de sa mère, Maria Antonia de Bourbon de Sicile, ancienne souveraine régnante de Toscane. Le 30 janvier 1889, la famille impériale est choquée par la tragédie de Mayerling, dans laquelle l'archiduc Rodolphe de Habsbourg perd la vie dans des circonstances mystérieuses. Jean de Habsbourg fut particulièrement choqué par la mort de son cousin, auquel il était lié par une affection sincère. Le 16 octobre de la même année, il décide officiellement de renoncer à ses titres, à son rang et à ses privilèges. À partir de ce moment, il est un simple citoyen autrichien appelé Johann Hort. Son nom de famille vient du château autrichien où vivait sa mère. Devenu un personnage encombrant, l'empereur François-Joseph de Habsbourg prive Jean de Habsbourg de sa nationalité autrichienne. Il se rend à Londres où il épouse la chanteuse d'opéra Millie Stumbel, avec qui il entretenait une relation étroite depuis un certain temps. Il ne reste plus rien à Jean de Hort, qui ne peut même plus résider sur une des terres de l'Empire d'Autriche. Direction Zurich, vers un exil, point de départ d'une énigme jamais résolue. Un bref passage à Londres, c'est à Portsmouth qu'il achète un brick goélette baptisé Santa Margarita, composé d'un équipage de 24 personnes. Ce navire devra le mener vers un pays rempli de promesses. Le 26 mars 1890, avec sa femme, il s'embarque pour l'Argentine sur le navire Santa Margarita. En février, il a voyagé de Montevideo en Uruguay à Valparaiso au Chili. Une fois arrivé, le couple jouit d'un repos mérité en compagnie d'amis, dont le journaliste Paul Heinrich. Le 10 juillet 1890, Jean Hort l'informe qu'il part visiter la Patagonie, toujours sur le même brick qu'il va lui-même commander, bien que piètre navigateur. Il prend même le temps de lui faire parvenir un courrier où il rappelle sa fidélité à sa patrie. Après une escale à Buenos Aires, le navire reprend la mer en juillet 1890. Le navire ne sera plus jamais revu, officiellement la victime d'un naufrage. On ne retrouvera pas les corps, et c'est cette date qui sera retenue par les archives pour confirmer le décès de l'archiduc. Aucune mention de son épouse ne sera apposée. Depuis, différentes thèses ont été élaborées pour expliquer ces disparitions, comme celle d'un complot orchestré par la cour impériale, qui aurait craint que Jean Salvator ne trahisse le secret entourant la mort de Rodolphe de Habsbourg. Un prince persuadé que son cousin avait été assassiné en raison de ses opinions. Après la disparition, l'empereur a fait fouiller le bateau en vain. L'archiduc Jean a été déclaré disparu.
La grande duchesse d'Oerer, Maria Antonia, a toujours refusé de pleurer Jean de Habsbourg, convaincu que son fils était toujours en vie. Certains escrocs ont également réussi à lui estorquer de l'argent en lui fournissant de fausses nouvelles. Selon d'autres sources, afin de vivre tranquillement loin du monde avec sa femme, l'archiduc s'est installé en Amérique du Sud, où il a acheté une ferme et s'est consacré à la profession de petit propriétaire terrien. Cependant, en 1911, l'archiduc a été officiellement déclaré mort. Jean Hort a-t-il survécu avec son épouse? En 1891, un voyageur viennois affirmera avoir aperçu l'archiduc habillé en moine, preuve d'un portefeuille en sa possession frappé des armoiries des Habsbourg. Mais le temps qu'il signale sa trouvaille, le supposé archiduc avait déjà disparu. L'information est alors répercutée dans la presse, mais ne déclenche pas pour autant d'enquête officielle. Pourtant, en 1894 et 1900, d'autres témoins vont affirmer avoir également vu le prince contraignant le ministère autrichien de la police à envoyer quelques agents sur place. Un second rapport est sans appel. Rien n'indique finalement que la Santa Margarita ait fait naufrage. Et il s'avère qu'aucune recherche n'a véritablement été entreprise par la police argentine. Pourtant, aucun permis de séjour au nom de Jean Hort ne figure dans les archives de l'immigration, laissant perplexes les détectives austro-hongrois, bien obligés de reconnaître qu'il y a un mystère derrière cette disparition inexpliquée de l'archiduc. C'est le témoignage de Jean de Ligné qui reste jusqu'ici le plus crédible. En 1907, se promenant à cheval à l'intérieur de la Terre de Feu, il rencontre au pied du volcan Fitzroy, un homme d'une cinquantaine d'années, au visage buriné, avec lequel il va progressivement se lier d'amitié. Ils vont se revoir à diverses reprises et Fred Houghton, le nom qu'il se donne, finit par lui raconter sa vie. Autrichien de naissance, une épouse laissée derrière lui, une danseuse, n'a jamais embarqué à bord du navire qui l'a emmené ici. Pour de Ligné, aucun doute possible, il a en face de lui l'archiduc Jean de Habsbourg. Or ce dernier souhaite conserver son secret et demande aux Français de ne rien révéler, ce qu'il fera, excepté de tout compulser dans ses carnets. Que sont devenus les marins du Santa Margarita? On n'a jamais retrouvé les corps, pas plus que leurs familles n'ont réclamé d'enquête ou fait de demandes aux assurances. Que penser de la revendication d'un certain Alexander Hugo Kohler, décédé en Norvège à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui affirme être l'archiduc et donc de la famille qui a proposé vainement aux Habsbourg de vérifier par le biais d'une analyse ADN en 2009? Autant de questions à une énigme qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Comme on l'a vu, membre de la branche toscane de la maison des Habsbourg, il était archiduc et prince d'Autriche, prince de Hongrie, de Bohême et de Toscane. Après avoir renoncé à ses titres, il était connu sous le nom de Johann Hort. Il a disparu alors qu'il naviguait avec sa femme en juillet 1890 et serait mort lorsque son navire a rencontré une tempête près du cap Horn. L'archiduc Salvatore a été déclaré mort par contumace en février 1911. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.